Le prochain s'appelle Simon Corollaire. Et le titre, c'est « Devenir naturaliste grâce aux jeux de vidéo ». Oh, merci. Les cas d'Animal Crossing. Vous avez joué à Animal Crossing, vous? Ah, pardon, je ne sais pas si c'était ta question, excuse-moi. Donc, est un Breton passionné de biologie. Tu peux dire plus que ça, non? Ah, et il aime bien l'ornithologie. Il a commencé ses études supérieures par une licence et master de biologie marine avant de traverser l'Atlantique. Il est maintenant en 2e année de doctorat de biologie à l'université Sherbrooke, où il étudie les effets de l'environnement sur la dynamique des populations des oiseaux. Bah, merci. Avec vous, Simon Corollaire. Bon, allô, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme il a dit, je suis étudiant à l'université de Sherbrooke et je ne vais pas du tout vous parler de mon sujet de thèse. D'habitude, je casse les oreilles de tout le monde avec ça, mais je vais changer un peu aujourd'hui. À la place, je vais vous parler de ce que vous voyez là. Vous pouvez retrouver, ça a été publié il n'y a pas longtemps, c'est Video Games as a Tool for Ecological Learning, The Case of Animal Crossing, dans la revue Ecosphère. Et en fait, c'est un projet sur lequel on s'est lancé avec un ami, Corentin Chinois, pendant la première quarantaine du Covid. Je vais vous ramener à ce cher moment-là qui doit vous manquer un petit peu. Je vais commencer avec certaines prémices. C'est que grâce à la littérature qu'on a lue pour faire cet article, on a remarqué qu'il y avait une perte globale de contact avec la nature dans la population en général. Les causes pour cela, celles qui sont le plus souvent citées, c'est l'urbanisation globale et les progrès technologiques, ainsi que leurs usages domestiques. Les effets de cette perte globale de contact avec la nature, ça peut se manifester de plusieurs façons, notamment la santé publique, que ce soit une augmentation du stress ou une éco-anxiété, comme vous pouvez parler peut-être. Connaissance écologique, on est de moins en moins connaisseurs de ce qui se passe dans l'environnement, des espèces qui sont présentes autour de nous, etc. Et il y a une baisse d'intérêt au sujet de conservation. Et je vais vous parler d'un temps que les moins de 3 ans ne peuvent pas connaître, le Covid. Pendant la quarantaine, il a fallu se battre contre l'ennui, l'anxiété, l'isolement. Et les gens, on a observé une espèce de tendance d'augmentation d'intérêt envers la nature à ce moment-là. Les gens, peut-être parce qu'ils n'avaient plus le temps, se sont intéressés à la nature via les documentaires animaliers, la Netflix et tout ça. Ceux qui ont eu la chance de le faire se sont mis au jardinage, par exemple. Et d'un autre côté, il y a eu beaucoup de débats en ligne, des gens qui parlaient du monde après le Covid, les leçons qu'on aurait pu en tenir, etc. Et en plus des les activités en ligne, les réseaux sociaux, il y a bien sûr les jeux vidéo. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les jeux vidéo, c'est un phénomène vraiment très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a environ 91% des jeunes âgés d'en dessous de 17 ans qui avaient déjà joué aux jeux vidéo aux États-Unis. Donc ça, c'était en 2011. Donc on peut se dire qu'avec l'évolution de la technologie, ça a dû augmenter par rapport à ce moment-là. Donc on ne devrait pas être loin des 100%, je pense. Et je vais faire un petit in a nutshell, présenter les jeux vidéo et la recherche qui est faite à ce sujet-là. Basiquement, on peut déterminer 2 groupes. Il y a 2 sortes d'études faites sur les jeux vidéo. La première, c'est les effets négatifs des jeux vidéo sur la société. Pardon ? Ouais, c'est mieux comme ça. Sur la société et les individus, notamment une augmentation des comportements violents, les insomnies, les pertes d'attention, les baisses d'interaction sociale et les addictions. Mais d'un autre côté, on entend bien ? D'un autre côté, les points positifs, ça peut être utilisé comme des thérapies, il y a une augmentation du bien-être, ça peut augmenter les rencontres que vous faites, etc., développement de créativité, esprit critique. Mais bien sûr, la première catégorie est beaucoup plus représentée que la seconde. Je vais vous parler d'un jeu vidéo en particulier, c'est Animal Crossing, qui a fait environ 20 millions de ventes pendant la quarantaine. Donc les gens se sont déchirés et se sont mis à jouer au jeu de manière un peu extrême. Et ce jeu, en gros, c'est un simulateur de vie. Ça a une réputation de jardin secret. C'est une franchise de Nintendo qui existe depuis 2001. Et il y a un gros focus, il y a un vrai effort qui est mis sur la biodiversité dans le jeu. Par exemple, on y retrouve des poissons, des insectes,
de nombreuses espèces de fossiles et également des plantes et des fleurs, à hauteur de 120 espèces de poissons, 80 espèces d'insectes, etc. À l'intérieur de l'île virtuelle dans laquelle vous développez votre personnage qu'on voit en haut à droite ici, qui capture un insecte, il y a également un musée. Ce musée, en tant que citoyen, vous avez le devoir de le remplir avec des holotypes, des animaux que vous capturez dans la nature et dont vous faites le don au musée et qui va l'afficher. Et ce musée, vous pouvez le visiter, y retourner autant de fois que vous voulez et découvrir des informations sur ces animaux. Il y a également un système de revente, ça c'est super important aussi, c'est votre façon de gagner votre pain. Ça peut être d'attraper des insectes comme ici et le revendre sur le marché par exemple. Et vous pouvez faire la même chose avec des poissons, les fossiles que vous déterrez, etc. Ça vous rapporte de l'argent, des clochettes. Et oh, la petite vidéo là. Bon, il y avait une vidéo. Ici c'était le témoignage d'une mère qui s'inquiétait en disant « Ma fille de 8 ans joue tous les jours à Animal Crossing sur sa console ». Le contexte, c'était encore le Covid. J'ai l'impression que c'est un jeu calme et éducatif. Peut-elle devenir accro aux jeux vidéo après 7 semaines de confinement? Et bon, dans la vidéo, on voyait un expert, un directeur de recherche qui avait un argument d'autorité et qui disait « Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un effet du fait de jouer aux jeux vidéo. » Oh, on croise les doigts. Non, tant pis. Donc ils font appel à un expert et cet expert va dire il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un effet du jeu vidéo sur la connaissance, l'identification des espèces, etc. Sauf que j'ai regardé, on a travaillé sur ce sujet, on n'a trouvé aucun article qui parle de ça. Donc je doute un tout petit peu de la bonne foi de l'expert qu'ils ont invité. Et on s'est demandé, est-ce que vraiment les gens qui jouent à ce jeu n'apprennent vraiment rien? Ils passent des heures et des heures à capturer des animaux, on leur donne des informations à propos de ces animaux, etc. Et en fait, on a voulu le tester. Au début, c'est parti d'une blague pendant la quarantaine. On a envoyé un questionnaire à plusieurs personnes. On s'attendait à avoir 30-40 réponses, on en a eu 200. Donc ça a plutôt bien marché. Et on s'est demandé, est-ce que les joueurs, les joueuses ont appris à reconnaître des organismes en jouant à Animal Crossing, qui, je le répète, est un jeu non éducatif. Hein. C'est vraiment Nintendo qui essaye de booster ses scores de vente, comme à chaque fois. Questionnaire. Je vais vous présenter un peu le matériel et les méthodes qu'on a utilisées pour cette étude. Donc c'était un questionnaire, 200 personnes ont répondu. On a eu la réponse de 78 personnes qui ont joué au jeu, et 122 humains normaux qui n'ont pas joué au jeu. Non, je rigole, pardon. Ouais, c'est ça, le questionnaire, il s'est divisé en 3 parties. La première partie, on a posé des questions personnelles et sociologiques aux participants, notamment leur genre, leur âge, et on leur a demandé de s'auto-évaluer au sujet des compétences en identification d'organismes. Est-ce que oui ou non, vous vous sentez fort pour identifier des organismes si vous allez dans la nature, par exemple. Dans un second point, c'était vraiment le cœur de l'étude, on leur a proposé un exercice de 56 identifications. Donc cet exercice, on leur confrontait soit des poissons, soit des insectes, soit des fossiles, soit des plantes. Une photo d'entre eux, ils devaient trouver la bonne réponse. Il y en avait 28 de ces espèces qui étaient présentes dans le jeu, représentées dans le jeu et que les gens pouvaient attraper. Et il y avait 28 espèces qui ont été choisies aléatoirement en fonction de si elles étaient proches ou non de celles qui étaient représentées dans le jeu, mais celles-ci ne l'étaient pas. Et en dernier temps, on leur a demandé aux participants s'ils avaient déjà joué ou non à Animal Crossing. Donc l'ordre était vraiment important parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient biaisés par la 3e étape et on voulait qu'ils passent le questionnaire sans savoir que c'était un sujet qui était lié à ce jeu vidéo auquel ils avaient potentiellement joué. À la fin, on leur a aussi proposé un open space pour qu'ils nous racontent un peu leur vie. Basiquement, ça se présentait sous cette forme-là, les questions. On leur montrait une photo d'un animal. Ici, c'est un macropina. Et ils avaient 4 réponses possibles. Macropina, poisson lanterne, uranoscope, par exemple, des noms choisis aléatoirement. Certains faisaient partie du jeu Animal Crossing, certains d'autres pas, pardon. Et il y avait la réponse « je ne sais pas ». On voulait éviter que les gens essayent de trouver aléatoirement la bonne réponse. Donc on a fait confiance à leur bonne foi
Et on a peut-être réduit un peu les biais de l'étude. Et on a fait la même chose pour les insectes, les plantes, les fossiles. Je vais passer aux résultats, c'est un peu plus marrant. Tout d'abord, on va passer au travers de quelques graphes, mais on va faire ça ensemble, ça va bien se passer. En gros, ici, c'était les... en ordonnée, on peut voir, c'est les scores. Donc, si vous aviez eu 1 sur 1, c'est le score parfait. Si vous aviez 0, c'était pas bon, pas très bon. La couleur violette, ici, ça représente les gens qui ont joué au jeu Animal Crossing. Et en vert, c'est les gens qui n'ont jamais joué au jeu. Les contours noirs, donc tout ce qui sera à gauche à chaque fois dans les graphiques, c'est les questions qui sont liées aux animaux qui sont présents dans le jeu, contrairement au contour rouge où ce sera pour les animaux qui ne sont pas présents dans le jeu. Ici, on peut voir que concernant les scores sur les questions qui sont portées aux insectes, les joueurs, donc en violet, ont battu largement les non-joueurs en vert. Ici, pour les insectes qui ne sont pas présents dans le jeu également. Donc les joueurs ont également battu les non-joueurs pour les animaux qui n'étaient pas dans le jeu, les insectes qui n'étaient pas dans le jeu. Même question pour les poissons. Les joueurs ont complètement battu les non-joueurs par rapport aux poissons qui étaient présents dans le jeu, mais ce n'est pas le cas pour les poissons qui n'étaient pas dans le jeu, en rouge. Les plantes, il manque un E. On peut voir que ici, c'était un peu plus compliqué, les scores sont très très similaires et les joueurs ont quand même battu, mais de vraiment peu, les non-joueurs pour les plantes dans le jeu et ils se sont fait battre à plate couture par les non-joueurs. En fait, ça c'est super intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un système monétaire dans le jeu. En fait, si vous vendez des poissons, encore ça dépend des poissons parce que certains sont plus rares que d'autres, mais vous gagnez plus ou moins d'argent en fonction de l'espèce. Mais ça marche aussi pour les différentes catégories. Si vous vendez un poisson, vous risquez d'obtenir plus d'argent que si vous vendez une fleur. Un poisson peut être également donné au musée, tandis qu'une fleur, non. Donc on se dit que le type d'organisme peut expliquer statistiquement la différence des scores. Parce que ici, comme on peut le voir, c'est très très serré entre les plantes dans le jeu, selon que l'on soit joueur ou non. Ce qui est intéressant également, c'est que les gens utilisent souvent les fleurs pour attirer des insectes, pour attraper des insectes. C'est vraiment un substitut et ce n'est pas l'objectif principal des joueurs d'attraper des fleurs. Et finalement, les fossiles, les joueurs ont battu à plate couture les non-joueurs et pareil pour les fossiles qui ne sont pas présents dans le jeu. Au total, on est arrivé à ce graphique-là où les joueurs ont battu les non-joueurs par rapport aux organismes qui sont dans le jeu, mais il n'y a pas de différence significative entre les scores des non-joueurs et des joueurs pour les organismes qui ne sont pas dans le jeu. Donc c'est exactement ce à quoi on aurait pu s'attendre si les gens partaient d'un niveau d'identification d'espèces identique, mais que le jeu avait avantagé les joueurs pour les organismes qui sont présents dans le jeu. Alors, on leur a également posé des questions à la fin du questionnaire. Est-ce que vous estimez avoir obtenu au moins une bonne réponse grâce à Animal Crossing, où 76% ont répondu oui, environ 18 non et quelques-uns qui ont dit je ne sais pas. On leur a demandé également, ça, je trouve ça super intéressant, est-ce que vous estimez, vous vous rappelez avoir déjà fait une recherche sur un organisme après avoir joué au jeu? Donc par exemple, si vous attrapez, je ne sais pas, un papillon monarque, est-ce que vous avez déjà cherché sur Wikipédia, Google ou dans des livres des informations à propos de cet organisme? Il y a 38,5% qui ont dit oui, un peu plus ont dit non, là 58 c'est même beaucoup plus, et je ne sais pas, environ 4%. C'est dur d'imaginer si c'est beaucoup ou pas beaucoup, vu qu'on n'a pas de quoi comparer, mais il faut se rappeler que ce n'est pas un jeu éducatif et qu'il y a quand même 39% des gens qui ont joué, en tout cas dans notre échantillon, qui ont fait l'effort de se renseigner. On leur a laissé un espace libre, il y a eu beaucoup de réponses, c'est trop dur, c'est trop long, c'est super sympa, j'ai la phobie des araignées, il fallait mettre un trigger warning, etc. Et d'autres commentaires qui vont un peu plus nous intéresser, là, c'est longue vie Animal Crossing, entre parenthèses, ça aurait été plus facile de reconnaître les organismes avec des images du jeu. J'ai appris beaucoup grâce à Animal Crossing. Merci à Animal Crossing de m'avoir aidé pour les insectes et les poissons.
Merci Pokémon et le petit dinosaure. Donc, je me suis demandé pourquoi, parce que ce n'était pas le sujet de l'étude. En fait, petit dinosaure, bon, c'est assez intuitif. Pour Pokémon, il s'inspire souvent d'animaux qui ont existé ou qui existent toujours. Et ici, on peut voir une des questions du quiz, c'était une ammonite. Et le Pokémon qui en est inspiré, Ammonita. Donc, ouais, j'ai retenu de mes erreurs, j'ai mis un trigger warning, il va y avoir une araignée à la diapo après, si vous voulez vous boucher les yeux. Ça, c'est une araignée qui est présente dans le jeu, c'est une mygale à pattes rouges. Et c'est assez connu, sur Internet en tout cas. En anglais, une mygale, ça se dit tarantula. Mais une mygale en français, ça se dit mygale. Donc, les traducteurs français se sont basés sur la version anglaise pour traduire le jeu. Et ils ont traduit tarantula par tarentule. Sauf que tarentule, en français, c'est pas du tout la même chose que tarantula en anglais. Une tarantula, encore une fois, c'est une mygale. Ici, on a la mygale à pattes rouges. Et ici, c'est une tarentule. Que eux appellent ça tarantula wolf spider. Et en fait, on avait posé une question sur la mygale à pattes rouges. Et on voulait voir les réponses des joueurs et des non-joueurs pour cette question bien en particulier. C'est cassé. Oups. Ouais, c'est ça. Donc ici, on peut voir les scores des joueurs et des non-joueurs pour les différentes réponses disponibles. Donc je ne sais pas, mygale à pattes rouges. La bonne réponse étant la première. On peut voir que les joueurs ont répondu à 24% de manière correcte, moins que les non-joueurs, alors que l'espèce est encore une fois présente dans le jeu. D'un autre côté, ils l'ont davantage confondu avec les tarentules. 56,51 personnes qui ont joué au jeu ont confondu les deux espèces, alors que ça arrive beaucoup moins pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Et ce qui est aussi, ce que je trouve super marrant, c'est le 12,82% des gens qui estiment ne pas savoir, comparé à 34,42%. Ça veut dire que les gens étaient sûrs de connaître la réponse, mais qui se sont trompés. Donc on peut montrer que le jeu peut donner l'impression d'apprendre. Oui, bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Oh, j'aurais dû l'afficher en même temps, pardon. Alors, conclusion, est-ce que Animal Crossing, c'est un jeu éducatif ou non? Encore une fois, il y a eu des meilleurs scores par les joueurs qui sont expliqués statistiquement. Je n'ai pas montré les détails, mais c'est expliqué notamment par l'âge, le type d'organisme, les catégories, poissons, insectes, plantes, etc. Et c'est expliqué bien sûr par le fait de jouer au jeu. Donc ça, c'était vraiment le but de notre étude. Donc oui, ça semble être un jeu éducatif, même si ce n'est pas intentionnel de la part des développeurs. Cependant, il y a quand même 58% des gens qui n'ont jamais vérifié aucun organisme après l'avoir croisé dans le jeu. Oui, verre à moitié vide, verre à moitié plein. On ne sait pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. C'est un début, on peut dire. Vu que ce n'est pas un jeu intentionnellement éducatif, on peut s'imaginer qu'il y a plus de biais, il y a moins de précision, il y a plus d'erreurs. Par exemple, sur la petite île du jeu, on peut croiser des espèces venues du monde entier, alors qu'on se trouve sur, moi je ne sais pas, c'est des pixels, mais c'est même pas 1 km². Tu fais le tour de l'île en 2 minutes de jeu. Et pourtant, tu peux trouver des espèces venues du monde entier, d'Asie, d'Afrique, etc. Bon, là, ça nous a fait rebondir sur un autre phénomène, un peu de pop culture, Pokémon Go, ça, vous avez dû en entendre parler. Plus de 1 milliard de téléchargements. Et comment, comme ça? Et c'est un phénomène vraiment mondial. Je pense que c'est le moment où on a le plus rapproché de la paix mondiale. Tout le monde était dehors occupé à jouer, à attraper des animaux imaginaires. Et les gens qui organisent comment dire, pardon, comment ça s'appelle? Un logiciel, là. Une application naturaliste, se sont beaucoup inspirés de jeux comme celui-ci. Il y a des codes qui sont utilisés, ça s'appelle la gamification, je ne connaissais pas avant d'écrire ce papier. C'est le fait de rajouter des succès, des badges, vraiment, oui, des succès quand on se connecte 5 fois en 5 jours, etc.
Tout ça dans le but d'apprendre à reconnaître les organismes. Donc je trouvais ça super intéressant de faire un parallèle comme ça, parce que les gens s'inspirent de ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, et sûrement que les jeux vidéo s'inspirent également de ce qu'ils trouvent dans ce qui existe. Alors, notre étude, là, que vous pouvez retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'inscrit dans une lignée d'articles qui sont faits. Ça a été publié dans Science en 2002. Pourquoi les conservateurs, pardon, c'est trop long. Pourquoi les conservateurs devraient s'inspirer de Pokémon? C'est une étude qui comparait la connaissance en identification d'espèces ou en identification de Pokémon chez des jeunes, et les jeunes reconnaissaient beaucoup mieux les Pokémon. Ici, c'est les jeunes, encore une fois, dans des écoles, qui reconnaissaient mieux les espèces exotiques que les espèces locales, parce qu'ils avaient plus tendance à lire des livres sur la savane, etc. C'est intéressant. Et finalement, nous, on a regardé si les gens qui jouaient à des jeux vidéo connaissaient mieux les espèces que ceux qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Et ça me fait rebondir sur ce dernier papier dont je voulais vous parler, qui montrait l'importance de reconnaître les espèces qu'on croise et la connaissance des écosystèmes qui nous entourent en général. Tout ça, ça facilite la sensibilisation, la vulgarisation. Et je voulais finir sur une phrase que j'ai écrite, je sais pas, j'étais inspiré. J'ai écrit: à l'heure de la 6e extinction de masse dont les causes et les symptômes sont plus ou moins connus. Il y a plein de fautes d'orthographe, mais c'est l'anglais qui est corrigé automatiquement là. À l'heure de la 6e extinction de masse dont les causes et les symptômes sont plus ou moins connus, comment espérer conserver ce que l'on connaît ou ne reconnaît pas? Et je trouvais ça chouette. Merci de votre attention. Merci aux participants qui ont participé à ce questionnaire de l'étude de Sorenles, aux reviewers, aux amis, aux collègues, et surtout ceux qui nous ont aidés à financer la publication du papier, parce que ça coûte cher. Merci. Merci pour la présentation. Du coup, j'avais une question sur ton sondage, et notamment sur les biais que tu pourrais avoir en pensant à vers qui tu l'as envoyé, et surtout dans tes questions, tu demandes genre et âge, mais du coup, ce que je me demandais, est-ce que tu ciblais aussi, par exemple, du style catégorie socio-professionnelle? Parce que peut-être que des gens qui peuvent se permettre d'acheter des jeux vidéo et des trucs comme ça, c'est peut-être aussi plus éduqués, ou des trucs du style. Donc je ne sais pas si tu peux voir ce genre de biais ou quoi. Ouais, bien sûr, bonne question. En fait, c'était un peu plus compliqué que ce que j'ai montré là. On a pris beaucoup plus de renseignements, notamment là je vous ai montré l'auto-évaluation de la reconnaissance des espèces, par exemple. Ça, c'est très lié au fait de reconnaître. En fait, les gens, ils se sont bien auto-attribués une note. Ils ont réussi ils estimaient bien reconnaître les individus, les organismes, et ils l'ont réussi. De la même façon, on leur a demandé: est-ce que vous avez une passion pour l'entomologie? Est-ce que vous étiez fan des dinosaures? On a posé pas mal de questions comme ça. Généralement, c'était lié. Et bien sûr, il y a un biais dans notre étude, c'est le fait que tout le monde ne peut pas afford. Se permettre d'acheter le jeu, etc. Et il peut y avoir des biais comme ça. Ça fait partie des problèmes de l'étude. Et on sait aussi que là, on s'attaque je veux dire, la même question que toi, mais plus sur à grande échelle, on va dire. Là, les gens qui ont répondu, c'est surtout des Français et des Suisses, des Belges, etc., des francophones d'Europe. Mais on peut se dire que dans des pays un peu plus pauvres, etc., c'est pas l'enjeu de jouer. Disons que c'est un luxe de jouer à Animal Crossing pendant la quarantaine, je pense, dans certains endroits. Donc, ouais, mais super bonne question. Ouais. Oui, allô. Merci pour la présentation. Je pense que ma question va littéralement dans le même sens. En fait, parce que dans Animal Crossing, il y a des mécaniques où, en fonction de la saison, de l'heure dans la journée, de l'endroit où tu es globalement, les insectes, les fossiles, les plantes, les poissons vont changer. Fait que je me demandais si vous aviez pris ça en compte dans votre étude, puis si vous aviez aussi pris en fait en compte le nombre d'heures passées à jouer. Honnêtement, on y a pensé pour le nombre d'heures jouées. C'était un peu compliqué
pour les gens d'estimer, j'ai joué 8600 heures pendant la quarantaine, là. Donc on n'a pas pu. On leur a demandé, c'était vraiment, on a essayé de faire un groupe, c'est un peu dommage, mais on a dû faire joueurs d'Animal Crossing, non joueurs d'Animal Crossing. Et même parmi les joueurs d'Animal Crossing, ça a repris les gens qui ont joué aux versions précédentes que celles qui étaient sorties pendant la quarantaine. Encore plus de biais, c'est dommage. C'était quoi ta première question? J'ai oublié. Je voulais rebondir dessus. En fait, c'était un peu en fonction de la localisation, de l'heure, des saisons. Ouais, c'est ça, merci. Oui, en fait, c'était pendant la quarantaine qu'on a fait ce questionnaire et c'était pas longtemps après la sortie du jeu. Et on s'était dit que la proportion des gens qui avaient triché pour avancer l'heure du jeu, la saison, pour pouvoir voir la neige dans leur île, alors que ça se passait en avril, elle devait être faible, cette proportion-là. Donc on a juste posé des questions sur les organismes qui étaient déjà visibles sur cette île à ce moment-là. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué là parce que pas le temps. Merci. De rien. Cool.